Yo yo yo, c'est Ibélion, vous êtes dans le 36e épisode d'Ose écrire. Et aujourd'hui, je reçois Ingrid de J'écris un roman, toujours un plaisir. Et franchement, on s'est tapé un petit kiff, on a pris des citations de rap qu'on aimait bien et on a disserté autour de l'écriture, autour de ces citations. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très très vite. J'ai noté plein de citations aujourd'hui. Ok. J'ai noté... j'ai essayé de prendre des artistes, j'ai pris un peu de plein d'artistes. Et alors j'ai pris des trucs, je sais pas trop ce que ça veut dire. Ok. Je me suis dit, on va voir. Je fais pas d'introduction, hein. Je pars direct dedans. Vas-y. J'en ai noté une, elle m'a inspiré. C'est une de Levresval, je sais pas si tu t'as écouté un petit peu. Il dit, on chute, virgule, la lumière écarte les ombres. Oh, j'adore, c'est beau. Parce que Levresval, en plus, il est hyper inspiré par les trucs genre Star Wars, les films et tout, exactement. Et du coup, c'est très visuel. Exactement, je crois qu'autour, t'as des phases sur Dark Vador ou des trucs comme ça, justement. Moi, je vois Star Wars quand il dit ça, genre je sais pas, tu vois le personnage avec la lumière qui est braquée sur lui, et du coup... Et du coup, la lumière de ta chute écarte les ombres. Comment tu l'interprètes ? Moi, j'ai essayé, dans mon interprétation, je me suis dit, il y a un truc... et là j'aime bien parce que je me comporte comme un prof de français. Quand tu chutes, genre quand il se passe des trucs mauvais dans ta vie, tu vois, de manière générale, t'as genre toi, ta lumière, ton unicité qui écarte tout le mauvais, tu vois. Je pense que c'est ça ce qu'il dit. Par contre, est-ce que je suis d'accord avec ça ? Je sais pas. Ça veut dire que chuter, ça t'atteint pas, et que résilience, et que t'es un Superman qui va quand même y arriver à écarter les ondes, tu vois. Bon, c'est ce qu'il dit. Je sais pas si je suis d'accord avec ça, tu vois. Je dirais... Enfin, c'est une belle image. Tu vois, j'ai des amis qui ont un groupe de rap qui s'appelle First Rage. À un moment, il dit on ne peut pas... Enfin, un truc du style, quitte à éviter la chute, on peut juste apprécier la vue. Et en fait, juste, tu te plantes parfois, tu vois. Mais apprécie la vue. Et je trouve que c'est peut-être quelque chose que je préférais, tu vois. Un truc un peu plus nuancé. En fait, j'ai un peu du mal avec le côté résilience à toutes les sauces, et si tu te plantes, c'est super, et ça va te faire rebondir et tu vas être génial. Et tout. Le truc hyper stoïcien dans l'âme, en mode j'encaisse tout quoi qu'il arrive. Et tu deviens plus fort et machin. Et en fait, non, des fois, juste tu te plantes et ça se passe pas bien et tout ça, quoi. Et c'est ok. Ouais, enfin, c'est ok. Et tu vas galérer, mais ça fait partie de la vie, quoi. C'était arrivé comme ça à un moment de genre un plantage, je me suis dit, c'est un plantage. Ouais. Tu veux en parler ou pas ? Il y en a un qui est un peu trop récent pour que j'en parle, mais sinon, je pense que pas vraiment dans une globalité, tu vois, mais tu vois, que ce soit en entrepreneuriat, en écriture ou quoi, je me suis engouffré dans des cul-de-sac en me disant, j'ai quand même appris quelque chose. Pour autant, si j'avais pu m'épargner un an de galère sur un projet, tu vois, sur un roman aussi, je me suis bien embourbé sur des trucs. Et en fait, des fois, c'est juste dommage de t'être embourbé, et t'as pas forcément de résilience et d'apprentissage incroyable que de tirer de ça. Pas forcément de grosses leçons, à part le fait d'accepter que ça soit arrivé, quoi. À chaque fois, je cite ce livre-là, je pense que je le cite genre littéralement un épisode sur deux, mais c'est Les Vertus de l'échec de Charles Pépin, et il est genre passionnant. Ouais, ça donne une dimension un peu différente à l'échec, et justement sans verser dans cette espèce de stoïcisme un peu relou à force, tu vois. Et il dit un truc que j'ai écrit d'ailleurs là-bas, qui est genre en gros qu'il faut pas chercher à trouver une espèce de justice dans la vie, tu vois, qu'elle est juste la vie et que c'est déjà bien suffisant, tu vois. Et j'étais là, j'ai lu ça, j'ai fait ah ouais, ok. Et il dit un truc, il faut apprendre à voir les événements de la vie et les encaisser, et puis d'arriver à dire genre c'est comme ça, tu vois. Mais un c'est comme ça, pas blasé, tu vois, juste c'est la vie, c'est comme ça, tu vois. J'aime bien. J'aime bien ce côté un petit peu accepter qu'il y a des trucs, parfois c'est genre un cul-de-sac et puis tu fais demi-tour, quoi. Ça. Il y a pas longtemps là, je suis en train de lire Le Problème à trois corps. Moi je suis souvent conseillé plusieurs fois. Et il y a une citation qui m'a vraiment marquée, parce que c'était tu dois être comme l'eau, couler encore et encore malgré les remous de la vie, tu vois. Et surtout par rapport à la période que j'ai traversée là ces derniers mois, je me suis pris ça un peu au frontal en disant mais en fait c'est juste ça.
il y a pas besoin d'avoir du sens et des messages merveilleux et des apprentissages derrière tout. Et ça m'a bien plu, ouais. Ça m'inspire beaucoup, cette citation. Tu sais que le coup là de la leçon, c'est marrant parce que je fais le bilan de la semaine à chaque fois. Et cette semaine, je rentrais du coup au week-end de mariage et tout, la semaine un peu chaotique, tu vois. Et j'ai passé genre 1 heure dans ma feuille en me disant, oh, putain, mais qu'est-ce que j'ai appris cette semaine, tu vois. Ah, t'as quand même voulu faire un bilan? Bah, j'ai quand même voulu, tu vois. Je me suis dit, putain, c'est fou, mais je vais quand même réussir à dire un truc. Et à un moment, j'ai fait, en fait, parfois, il n'y a pas de leçon à en tirer. C'était juste une semaine de kiff. Et c'est tout. Il y a zéro leçon. Ouais. Enfin... Et en vrai, les gens ont fait en mode, ouais, c'est vrai. Parfois, il n'y a pas. Et j'étais là, ouais, ok. Je retiens. Maintenant, c'était un peu ma solution, tu sais, ma sortie de facilité. En mode, la leçon, c'est qu'il n'y a pas de leçon. Mastermind. Ouais, mais en même temps, je trouve que, enfin, quand t'accompagnes les gens et que tu dissèques des trucs d'écriture, tu te forces à beaucoup analyser les choses. Et tu tombes pas facilement dans le j'analyse tout et tout est un truc que je vais retenir et tout ça. Et c'est vrai que, enfin, moi j'ai bien aimé que tu dises ça. Pas de leçon. Voilà, pas de leçon. J'approuve. Et le problème à 3 corps, t'en es où là? Premier tome? Ouais. Ok. Tu l'écoutes en audio toi? Ouais. C'est cool, non? J'aime bien. Ouais. C'est bon, il y a des longueurs quand même dans ce bouquin, mais je suis content d'avoir eu la série avant. Mais... Ouais. Mais j'aime beaucoup quand même. Mais j'ai bien noté que c'était le 2 et le 3 qui avaient plus moi, beaucoup de mon entourage. Moi, oui. Après, tu vois, j'en ai parlé avec des potes qui disaient aussi, en vrai, ils ont trouvé qu'il y avait des grosses longueurs dans le 2 et le 3 aussi parfois. Okay. Et c'est vrai qu'en fait, en y réfléchissant et en le refeuilletant, effectivement, t'as des passages un peu qui fait... Ouais, mais en fait, c'est à moi, j'ai tellement été marqué par tout le reste que quelque part, j'ai un peu zappé tous ces trucs-là, tu vois. Et en même temps, c'est hyper décomplexant. Parce que des fois, il passe... c'est un peu... Moi, ça me fait penser à Victor Hugo. Parce que j'adore Victor Hugo. Et Victor Hugo, c'était complètement son style. C'était de faire des digressions sur un truc hyper drôle. Genre, il partait un chapitre, il fait... En plein milieu des Misérables, il fait un chapitre où il explique la bataille de Waterloo, pourquoi c'était une catastrophe. Ça n'a vraiment aucun rapport avec quoi que ce soit. Et en fait, vraiment, il s'en fout. Et ça fait un peu sa vibe. Tu l'imagines qu'il est là sur le canapé en train de te parler et de partir en roue libre, tu vois. Et du coup, le problème 3 corps, il y a un peu cette vibe-là aussi. Des fois, il part avec Newton, des trucs comme ça. Là. Ouais. Et vraiment, ok, je me laisse porter. Et en fait, je suis pas obligée d'avoir un scénario ficelé au millimètre avec aucun truc qui te dépasse et tout, quoi. C'est assez cool à lire aussi. Je serais trop curieux, tu vois. Je sais pas s'il y a des interviews de l'auteur ou ce genre de choses, mais je serais trop curieux de savoir un peu son process créatif parce que c'est à la fois extrêmement complexe et effectivement, et aussi dans le 2 et dans le 3, t'as des passages comme ça où t'as juste le personnage qui réfléchit, tu vois, en quelque sorte. Et t'as un peu ce sentiment, tu vois, de le mec lâche prise et t'as l'impression qu'il se fait embarquer par son personnage et que ça mène à des endroits. Et c'est assez, ouais, t'as raison, j'aime bien, c'est assez rafraîchissant, ouais, parfois de séparer d'un espèce de plan un peu complexe. Après, je dis ça, mais le scénario tel que nous on a l'habitude, on le connaît, c'est la version un peu occidentale. Et en fait, les films et livres asiatiques ont pas les mêmes modèles de scénario. Et alors, il y en a quand même, oui, tu vois, genre Old Boy qui est coréen, qui est calqué sur un truc un peu occidental, mais sinon, il y a des films japonais ou coréens ou hongkongais où justement la narration nous déroute complètement. Moi, j'aime beaucoup les films de Wong Kar-wai et niveau scénario, si tu compares à ce qui est marqué chez Troubi, il y a rien qui va, mais en fait, c'est une expérience aussi. Alors, c'est des films, donc c'est différent. Un film, tu peux aussi complètement reposer sur l'atmosphère et tout, mais ça, c'est aussi rafraîchissant pour ça d'aller se pencher sur d'autres cultures, d'autres... Je l'ai jamais fait, ça. Effectivement, ouais, ça c'est intéressant. Pour moi, ça décomplexe. T'as raison, parce que tu vois, c'est un des livres, le seul livre japonais que j'ai lu, c'est Avoir le courage de pas être aimé, qui est un excellent livre de développement personnel, peut-être celui qui m'a le plus marqué, mais qui dans la forme est extrêmement particulier. C'est un dialogue entre un gars un peu paumé et un philosophe. En fait, le philosophe lui explique ce qu'ils appellent, je crois, la philosophie adlérienne, enfin qui vient d'Adler du coup, qui est un peu en tout cas moi je l'interprète comme ça, une déclinaison il était psychiatre, tu vois, donc un peu une déclinaison de la manière dont il avait d'analyser les gens, tu vois, et qui est extrêmement intéressante. Et du coup le livre est très particulier dans la forme pour un livre de développement personnel, mais extrêmement puissant. Effectivement, il est japonais. Et, alors avec les livres japonais qui sont un peu à la mode en ce moment, là t'as Tant que le café est encore chaud. Ok. Rien que ça, c'est assez marrant à lire parce que c'est pas du tout des scénarios qu'on connaît. Bon, ça reste assez léger, mais... Ouais. Moi, j'avais lu les carnets de je sais plus quoi, d'un beau gosse nécromant, un truc comme ça. C'était je crois que c'était une autrice ou un auteur coréen. Et c'était un espèce de policier
un peu décalé et vraiment très sympa. Avec un ton un peu, ouais, qui était différent. Franchement, c'était assez rafraîchissant aussi. Moi, j'ai lu un polar japonais aussi, il y a pas longtemps, qui s'appelle La Maison Noire. Et pareil, c'est pas pareil que les polars que t'as l'habitude de lire. Du coup, tu sais, quand t'as l'habitude de lire des polars et des thrillers, t'es vraiment un peu, c'est comme la romance, c'est un peu des tropes, quoi. Si tu dis, ah ouais, lui, il se passe ça. Ouais, pas du tout, tu pars dans la mauvaise direction à chaque fois, c'est intéressant. Ouais. Et c'est ça en vrai, c'est ça qui est cool. C'est pour ça, c'est bien de connaître les règles et puis après de se faire son truc à soi, sans respecter rigoureusement tout ce que dit Truby dans ses livres, tu vois. Ouais. Même si tout ce qu'il dit est extrêmement pertinent. Forcément. Voilà, première citation avec une belle digression. On est parti. C'est à ton tour. C'est à mon tour. Alors. J'ai du mal à choisir. Je suis prise par surprise, mais... T'inquiète. J'aime bien... donc c'est une citation de Laylo dans... je sais plus laquelle, c'est Nacré, je crois. Où il lui dit... Si là je m'arrête, qu'est-ce qui se passe? Qui va parler de moi? Quel sera le poids de mon existence? Pourquoi je jacque depuis tout ce temps? Pourquoi j'y crois comme un gosse? Mais en gros... C'est beau, hein? Ah ouais, c'est beau. Putain, c'est... Attends, je la relis. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Putain, tu sais que ça, moi, c'est le... Je pense que je l'aurais lu il y a 2-3 ans, j'aurais tout changé beaucoup plus vite, en vrai. Ouais. Parce que il faut se prendre des murs comme ça. Ouais, ça, c'est des vrais murs, en vrai. Ouais. Parce que... Moi, tu vois, c'est l'équivalent de la question... à chaque fois que je raconte... Genre, qu'est-ce qu'on racontera à ton éloge funèbre, tu vois? Je me souviens que t'avais dit ça, ouais. Et là, quel sera le point de mon existence? Ouais. Et je trouve ça beau parce que lui, c'est un rappeur, et du coup, derrière, il y a l'œuvre d'art qu'il fait, qui est ses textes, et son univers, en fait, parce que lui, il a quand même un univers particulier. Mais en fait, ça marche pour tout. Et je trouve ça intéressant parce que ça pose une question de transmission aussi. Comment tu transmets la personne que c'était? C'est vrai. Et tu vois, de manière un peu provocante, parfois, je dis qu'on se souvient pas de toutes les idées de livres qu'on a, mais on se souvient des livres qui existent, tu vois. Ouais. Et en vrai, ouais. On se souvient pas non plus des bonnes résolutions qu'on a prises, mais on se souvient des trucs qu'on a fait. Ouais, c'est clair. Putain, Non, mais ça, c'est vrai, en vrai. Il faut... En fait, le truc, c'est que quand t'entends des gens te dire ça, je trouve que ça marche... Enfin, ça a un impact différent, tu vois. Mais quand il y a un jour, tu prends un mur comme ça et que tu te regardes dans le miroir et tu dis putain. Et là, après, c'est fait. Il y a un truc que j'aime bien. C'est Edward Bayer, il a écrit un livre, mais un truc hyper léger, je sais plus. Je crois que c'est un petit roman. Et en fait, j'avais lu le début. Et le début, il faisait une espèce de petite préface où il expliquait pourquoi il avait écrit. Et il disait, mais j'ai écrit un livre, c'est un prolongement rectangulaire de moi, un truc rigolo comme ça. Et sur le coup, j'ai bugué parce que je me suis dit, mais en fait, c'est ça. C'est c'est un petit objet qui contient toi. C'était un peu ça ce qu'il disait lui, tu vois. Et en fait, c'est la trace que tu laisses, surtout selon si t'as pas d'enfant et que c'est la seule trace que tu comptes laisser et tout. Je crois que lui, c'était son cas aussi, moi c'est le cas. Et en fait, tu vois le côté écriture complètement différemment, mais moi aussi je vois le côté transmission complètement différemment. Le fait d'avoir choisi d'aider les autres, ça fait partie de tout ce que tu transmettras, quoi. Et pareil, on se souvient pas de tous les murs que tu te prends avec l'entrepreneuriat et machin, mais tu te souviens de toutes les personnes, moi je me souviens de toutes les personnes que j'ai aidées, tu vois. Et du coup, je trouve que la citation là, pareil, quand je l'avais eue, j'ai vu le côté transmission au sens large aussi, quoi, comment t'impactes les gens dans ta vie, quoi. Ouais. Et en fait, la trace que tu laisses sur les gens, elle est encore plus forte que même dans tes livres, je trouve. Et c'est extrêmement vrai avec... Alors déjà, je trouve qu'avec le milieu de l'écriture, tu vois, parce que le livre, c'est quand même un objet qui existe depuis perpète, tu vois. Ouais. Il y a toujours en tout cas, je le vois comme un objet extrêmement particulier. Même, tu vois, maintenant tout est digital, machin, etc. Mais en vérité, le livre physique reste un truc, tu vois. Ouais, c'est clair. Et c'est un des rares objets qui peut impacter quelqu'un maintenant ou dans genre 150 ans, tu vois. Et tu sais pas à quel moment se passera ce truc de transmission, mais moi je suis assez convaincu que chaque livre un jour trouvera peut-être un lecteur à qui ça changera vraiment la vie, tu vois. Ah, c'est sûr. Et
Et donc il y a ça, et puis après effectivement aider les autres, quand tu vois quelqu'un qui avance, qui t'aide à faire avancer, parce que bon, le coaching c'est quand même très, tu forces pas les gens, tu vois, tu mets pas un flingue sur la tempe de la personne, tu l'aides à trouver ses solutions pour avancer, et le moment où tu vois qu'il y a un truc qui switch là, il y a un espèce de, là tu fais putain ok, je comprends pourquoi je fais ça, je vais continuer. Et je trouve que ce moment-là, il efface tous les galères que t'as pu avoir. Ouais, exactement, ça t'oublie tout. Et du coup, tu vois, typiquement, moi, je me pose plus la question, tu vois. Alors bon, voilà, on touche de la peau de singe, hein. Mais moi, je meurs demain. Je sais que mon éloge funèbre, tu vois, je serais content. C'est-à-dire un mec qui a accompli des trucs quand même, tu vois. C'est clair. Putain, je sais plus comment j'avais trouvé ça trop rigolo, l'extrait à mourir de rire. J'ai dit, je sais plus, j'aurais écrit sur ma tombe, a été ingénieur et n'aimait pas ce métier, tu vois. Oui, je me souviens de ça. Et j'étais là en mode putain, mais là je peux pas, ça c'est fini. C'est hors de question que ça se termine comme ça. L'enfer quoi. Putain. Ouais, quel sera le poids de notre existence? C'est pour ça qu'il faut se connecter à ce qu'on a envie de faire. C'est un peu brutal, je sais pas si c'est brutal ou pas de le dire comme ça. À mon sens, ça fait du bien aussi. C'est une bonne prise de conscience. Je trouve aussi, parce que en plus, bon, lui il le dit au travers de moi je m'inquiète, qui va parler de moi, quel sera le poids de mon existence? Mais la réponse, ça peut être que ce que t'as te convient et que les personnes qui vont parler de toi, ça sera tes proches et que le poids de ton existence, ça sera celle que t'as là. Mais c'est vrai que là, où vraiment, c'est quand t'as une volonté de changer ou un truc qui va pas, tu lis ça. Ouais, je pense que c'est bon. Merci Rigo. Ouais, c'est clair, tu te dis ok, ça vaut peut-être le prix de la patience dans sauter dans le vide, c'est bien aussi. Ouais. Je trouve aussi. C'est vrai. Et je crois que ça va ton tour. Ouais, j'avais une autre idée en plus, mais je l'ai oublié. Donc c'est pas grave. Je vais passer à une autre. Laquelle? Ah, celle-là, c'est très classique, mais je l'ai écoutée ce matin. Je me suis dit, c'est un bon rappel. C'est Ben PLG qui dit, je connais la débrouille, je connais pas la chance. Moi, j'aime beaucoup ce truc-là. Ouais. J'aime pas trop. J'essaie de le rappeler aux gens quand ils me disent, ah, mais j'ai eu de la chance de. Je l'ai dit à mon meilleur pote, il y a pas plus tard qu'il y a une semaine, où il me disait, ouais, mais tu vois, parce qu'il est il est intermittent du spectacle. Il bosse dans le cinéma, enfin il fait de la prod notamment, et il disait ouais mais j'ai eu de la chance machin et tout. J'ai fait mais tu te rends pas compte en fait la détente que t'as quand tu parles, le côté avenant, le fait que tu sois dispo machin et tout, en fait c'est ça qui te crée la chance que tu penses avoir, tu vois. Et alors j'aime pas trop non plus tomber dans l'absolutisme de dire en vrai, travaille comme une brute et t'inquiète, voilà, il y a toujours de la chance. Mais je suis assez convaincu quand même que la chance, ça se provoque un petit peu. Ouais, tu la crées. C'est exactement ce que j'allais dire. Je trouve que c'est comme, j'aime beaucoup il y a la même chose avec le talent. Je sais, j'ai vu, il y a pas longtemps, il y avait Pauline Gallois, là, qui est illustratrice, qui disait un truc, ah, t'as beaucoup de talent, je sais pas quoi. Elle disait le talent, et tu la voyais faire ses dessins à 6 ans, 8 ans, ça peut mal d'avoir notre âge. Et en fait, vraiment, tu voyais que, ce talent, elle l'a créé elle-même de toutes pièces, et au début c'était juste un goût quoi, et que la chance, c'est un peu la même chose, c'est toi qui vas bosser, et donc provoquer petit à petit des moments où t'auras peut-être de la chance, mais si t'avais pas bossé, ça serait jamais arrivé. C'est ça, c'est-à-dire que la chance ne sourit jamais aux gens qui font rien. Ouais. C'est pas possible que quelqu'un te propose un contrat d'adhésion si t'as pas commencé, si le livre est pas fini, si tout ça. Le rêve, comme ça un jour un matin tu te réveilles et t'as genre, je sais pas, Hachette qui est là en mode on aimerait bien que t'écrives un livre. Je sais pas qui t'aime, mais pourquoi. Et c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose que en écriture on a encore un peu côté mais il y a des gens qui ont un espèce de talent inné, qui vont envoyer un manuscrit premier coup, et ça existe, mais c'est tellement rare. Et c'est vrai que je sais plus pour qui je m'étais fait cette réflexion, mais quelqu'un qui avait eu aussi un prix assez tôt, je me demande si c'est pas j'ai un trou de mémoire, mais le nom de l'auteur c'est Mohamed Bougarsar. Et c'était plus ou moins un primo-romancier, je crois, et en fait effectivement tu voyais qu'il avait un style très très beau, etc. Et donc, mais tu te dis, mais même si c'est son premier roman et tout, c'est pas de la chance. Le style, il l'a pas inventé. Il l'a travaillé sûrement de quelques manières, même si c'était pas forcément en écrivant des tas de livres avant, c'était peut-être en lisant, c'était peut-être en ayant une sensibilité particulière à ça et tout. Enfin, tu sais pas comment les gens ils ont travaillé, mais comme ça, j'aurais tendance à dire qu'ils ont travaillé, quoi. Ceux qui n'ont pas travaillé sont rares. Ça m'étonnerait. Non, il y en a, à mon avis. Aujourd'hui, c'est même impossible. J'ai du mal à concevoir ça. Mais il y a toujours des exceptions, je pense. Mais en vérité, à un moment, il faut se pencher sur le fait que pour
publier des livres, il faut écrire, tu vois. Bah, ouais. Pour rester dans ce truc-là. Et en fait, il y a aussi, pardon, je te coupe, mais ce que j'aime bien comme concept, c'est le truc des 10 000 heures. Mais pour moi, c'est vraiment pas anodin. Je sais plus d'où vient ce concept. Je sais plus d'où ça sort. Mais effectivement, si tu te mets à la guitare là, tu vas pas faire des concerts demain. Il y a un process, ça s'apprend, c'est une discipline. Enfin, je trouve que l'écriture, on a tendance à se déconnecter parce qu'en fait, on a l'impression que tu mets juste des mots sur un clavier et que c'est facile. Ouais. Mais dès que tu compares à une autre discipline artistique, là, tu te remets un petit peu les pendules en place. T'es pas en train, et à chaque fois, moi, je disais, t'es pas en train d'organiser des concerts. Et tous les gens qui viennent me voir en me parlant de contrat d'édition et de maison d'édition, et est-ce qu'il faut que j'aille voir un juriste parce que c'est peut-être en rapport avec telle histoire, je dis, finis le premier jet d'abord. Ouais, on n'organise pas de concert, fais tes gammes. Et en fait, ça permet un peu de remettre les pieds sur terre. Et les 10 000 heures, c'est ça. Les 10 000 heures, c'est, théoriquement, il faut que tu aies bossé 10 000 heures pour être excellent dans cette discipline, on va dire. Enfin, ou avec un niveau correct, je sais même plus. Et en fait, 10 000 heures, c'est beaucoup, quoi. Et c'est normal. Heureusement. Ça serait bizarre que là, d'un coup, en 2 secondes, t'es fini. Ouais, tu sois un auteur de génie. Habituel, là, hop. On s'ennuierait, quoi. Ouais. Je sais pas. Et c'est que c'est un truc que je sais pas pourquoi, mais synchronicité, en ce moment, je le répète tout le temps, c'est d'être... en fait, on vit notre présent dans la version projetée qu'on aimerait être, tu vois. Et il y a un moment, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que la version qu'on aimerait être, on l'est pas aujourd'hui, tu vois. Et donc, l'écrivain publié, multi-récompensé qu'on a envie d'être, c'est pas celui qu'on est aujourd'hui, tu vois. Mais néanmoins, c'est pour moi, se rendre compte de ça, c'est extrêmement porteur d'espoir, parce que c'est regarder, entre guillemets, le présent en face, tu vois, et vivre dans le présent, et de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour aller chercher cette version un peu plus, tu vois. Et en fait, quand tu te connectes à ça, tu dis, en fait, il faut juste que j'écrive. Et là, le process devient beaucoup plus facile, déjà. Parce que tu découpes la montagne, sinon tu vis dans une perpétuelle frustration, de dire, en fait, je suis pas cet artiste de génie, et ça marche avec la musique, comme tu disais, ça marche avec le foot, voilà. Voilà, en étant petit, tu rêves que tu seras le futur Kylian Mbappé, tu vois. Et en fait, après, tu joues pas au foot. Donc bon, quelque part, l'un dans l'autre, c'est logique, quoi, que tu viennes pas le Kylian Mbappé. C'est intéressant ce que tu dis parce que je trouve que la vision on en a déjà parlé, mais que la vision qu'on a effectivement peut t'aider à faire tes choix du quotidien. Si tu veux être un auteur publié, il faut que t'écrives aujourd'hui. C'est ça. Ma journée, c'est ma vie. Ou alors demain, enfin, je sais pas, ou cette semaine. Enfin, ce que t'es censé faire. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué et prêché, de dire c'est ta vision qui te permet. Aujourd'hui, je suis moins comme ça. Je suis plus dans le système, dans le justement, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui ? Et ma vision, ouais, peut-être, mais parce que c'est vrai que ça peut être source de pression et de frustration aussi. Quand tu vois, d'ailleurs, ce qu'on disait au début, là, avec la chute, par exemple. Et du coup, je suis plus sur ce côté quotidien. Mais c'est sûr que dans tous les cas, quel que soit notre système et notre façon de raisonner, qu'est-ce qui va nous faire écrire cette semaine, quoi. C'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire, comment je me motive, moi ? Qu'est-ce qui me fait vibrer, moi ? Et en fait, moi, je suis partie de cette histoire de vision que j'ai complètement abandonnée. Et moi, mon objectif, c'est juste d'écrire régulièrement. C'est quelque chose que je fais d'ailleurs pas en ce moment, mais c'est un autre sujet. Est-ce que à ton sens, qu'il y ait toujours un peu cette frustration, c'est pas aussi bon signe ? Ouais, alors je disais frustration là pour des gros trucs. Ouais, des gros trucs. Tu t'engloutis dans un espoir et en fait c'est juste du négatif. C'est vrai que non, je suis d'accord. En vrai, dans la vraie vie, tu trouves, c'est ce qu'on disait au début, je trouve toujours aussi du positif et justement là, un peu de frustration et de te rappeler qu'on est plein à vouloir publier notre livre. Ça fait des fois du bien aussi, quoi. Mais ouais, je sais pas, c'est une bonne question. Un peu quand même. Un peu quand même. Je pense, je sais pas. Naïvement, je dirais peut-être qu'il y a quand même un truc de l'amour de l'écriture est quand même un truc à mon sens un peu obligatoire parce que c'est un process qui est tellement long que si t'aimes pas faire ça, c'est pas possible. Ouais. C'est comme l'équivalent de dire j'aime pas courir et de vouloir courir un marathon, tu vois. Ouais. Et quelque part, la frustration naît du manque d'exploitation de cet amour-là. Et quelque part, quand t'as toujours un peu cette frustration de dire putain merde, il faut que je m'arrête, quoi. Putain merde, il faut que j'aille bosser, putain merde, il faut que j'aille promener le chien. Peut-être que tu vois, c'est bon signe aussi. Oui, bien sûr, ça peut être. Par contre. Voilà. Ouais. Après, si tu vis dans une frustration permanente, il y a toujours une notion un peu d'équilibre à trouver. Mais, c'est vrai que c'est quelque chose que je combattais beaucoup, et encore un peu maintenant, c'est de dire par contre,
on n'est pas venu ici pour souffrir. Ouais. Et il y a des gens que j'ai accompagnés pour qui l'écriture était synonyme de frustration, parce que oui, ils aimaient écrire, mais il n'y avait pas le temps dans la semaine, et du coup, c'était toujours un combat de trouver du temps et tout ça. Et c'est vrai que j'ai fait du mieux que je pouvais pour expliquer que pour moi, ça ne doit pas être comme ça. Bah tant pis, t'écriras moins. Et tant pis, ça sera différent pour ton cas, et chacun est différent. Mais c'est vrai que si c'est juste de la lutte, c'est dommage. Alors, à voir. Peut-être que toute cette lutte vaut le coup une fois que t'es devant ta page. Mais si t'as une vie de famille, machin, vraiment, tu luttes justement pour mettre ces 5 minutes d'écriture, mais peut-être qu'il faut vraiment relâcher un peu ce que tu comptais faire aussi. Qu'est-ce que tu dirais quand même comme ça à quelqu'un qui sans que ce soit forcément le cas, tu vois, mais qui a cette frustration qu'elle arrive jamais à, je sais pas, à trouver le temps, tu vois, ou à se dire j'ai suffisamment avancé. Bah, c'est 2 cas très différents par contre. Ouais, c'est vrai. Mais le temps, qu'on peut écrire lentement. Je sais plus qui a mis 20 ans à écrire. Bah, il y a Tolkien, mais c'est pas Tolkien que j'ai en tête. Mais il y a des romans qui ont mis des dizaines, des quinzaines d'années à être écrits. J'ai quelques exemples, je te les enverrai. Ouais. Et c'est pas grave. Alors on a l'impression que quand on regarde les réseaux sociaux, tout le monde signe des contrats d'édition à tour de bras tous les jours. Ouais. Mais peu importe, c'est ton roman à toi. Toi, tu veux que ce soit qu'il soit terminé, qu'il soit le mieux possible, etc. Bah tant pis si ça prend plus de temps que les autres. Et par contre, pour le côté frustration, ça, de jamais réussir à faire ce qu'on veut, etc., c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, quoi. Le fait de bien choisir les objectifs qu'on a. Et c'est pour ça que tous les lundis, je demande aux gens de choisir l'objectif et que je viens leur répondre en mode « T'es sûr de cet objectif-là ?» Et derrière le choix des objectifs, il y a beaucoup de choses. Il y a la pression qu'on se met, trouver des excuses, parce que si l'objectif il était trop gros, c'est une excuse en or pour le louper, c'est pas de ta faute, c'est la faute de l'objectif. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui se jouent à ce moment-là, tout bêtement, le lundi. Et du coup, ça fait, je crois, 4 ou 5 ans que je fais ça, de dire le lundi, tu vas faire quoi? Et limite, je pourrais faire que ça. Mon job sur la Terre serait OK. Moi, je pense que c'est extrêmement important de se poser la question. Et de réussir, paradoxalement, à se détacher de cet objectif. En fait, ce qui est important, c'est ce que tu fais pour aller l'atteindre, pas l'objectif en lui-même. Ouais, c'est ça. Et mais tu vois, le fait de se fixer l'objectif, ça te fait bouger. Parce que inconsciemment, t'ancres quelque chose de différent dans ta tête. Et quelqu'un qui se dira jamais, j'ai envie de publier mon livre cette année, grande chance qu'il l'écrive jamais, en fait. Ouais. Parce que quand t'as pas de deadline, la deadline, c'est jamais, en fait. C'est pas toujours. Ouais, c'est un équilibre à trouver. C'est un équilibre à trouver. C'est-à-dire qu'il faut composer aussi avec la personne qu'on est. Enfin, il n'y a pas de jugement de valeur dans ça, mais on résiste tous de manière différente à la pression. Certains, quand elle est trop forte, c'est bloquant. D'autres, quand elle est pas assez forte, c'est bloquant. Et donc, il faut réussir à apprendre à se connaître. Ouais. D'où, je suis un grand partisan de ça, mais d'où l'importance du coaching, tu vois, typiquement. Parce que en sachant qui tu es, tu sais quel niveau de pression te mettre à force, tu vois. Et quand tu sais quel niveau de pression te mettre, tu sais quel objectif te fixer, il devient smart, c'est toujours le truc que tu rappelles aussi, tu vois. Et là, la vie est différente, quoi. Ouais, et en même temps, tu vois, tu parles des objectifs smart, et justement, en pure théorie, il marche pas pour la moitié de la population, puisqu'il y a une moitié de la population qui s'en fout du côté planning, voire que ça va stresser. Alors que moi, je suis du côté, si t'as une date, machin organisé. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, petite parenthèse, mais quand j'ai commencé la communauté là, des terminateurs que j'anime, j'avais la moitié, parce que c'est statistique, quoi. Je fais un peu référence au MBTI ou les lettres que t'as, mais qui étaient pas du tout rassurés par les plannings, donc par les objectifs de la semaine, donc par un petit peu tout ce que moi je connaissais très bien. Et du coup, il fallait trouver d'autres manières de mettre l'écriture en priorité, sans parler de planning, de se dire justement comment on fait un objectif à long terme, avec une vision, de se dire comment je vais me discipliner au quotidien, justement avec une histoire peut-être de choix de thèmes sur ta journée, des trucs comme ça. Et en fait, ça c'était passionnant, quoi. Et là, tu te rends compte, ça fait complètement vaciller tout ce que tu te dis, on va faire comme ça, etc. Et je trouve que c'est intéressant de pas oublier ça. Et justement, du coup, de pas oublier que, gros objectifs smart et tout ça, déjà, en fait, il y a 50% de la population qui va juste... C'est intéressant le côté changer l'aspect temporel par une autre métrique. Ouais. Et c'est marrant parce que alors, moi qui venais de l'ingénierie,
au début, enfin dans toutes les séances de coaching, tu dois avoir une mesure pour voir si ce que la personne a envie de travailler avance dans la séance. Ouais. Et en construction très tête, t'as tendance à dire ok, il faut une mesure, tu vois, un vrai truc, tu vois. Et en fait, à force, tu te rends compte que parfois un ressenti ça suffit, tu vois. Et donc juste travailler en se disant ok, ma mesure ça va être le ressenti, par exemple juste la libération que je ressens à la fin de ma semaine. Mais en fait, ça peut suffire. Et c'est vrai que c'est bien parce que c'est effectivement des trucs qui ont été créés je pense, j'ai pas vérifié, mais par des gens très process, très carré, très renta, très machin, et donc très tête. C'est vrai qu'essayer de le rabattre sur du corps ou du cœur, c'est intéressant. Tu vois, tu disais, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est tout le temps dans la frustration? Et justement, dans les objectifs là, de la semaine, quand la personne est touchée par ça, sinon c'est un peu autrement qu'on échange, mais mon objectif, c'est qu'ils réussissent cet objectif. Vraiment. Je raconte ça depuis 4 ans et j'arrêterai jamais. Je m'en fiche que ton objectif, ça soit écrire un mot ou une ligne ou quoi. Le mot avancer est banni parce que pour moi, ça veut rien dire. Mais par contre, le but, c'est d'aller sur une réussite. Et en fait, justement, comme tu dis, des fois, c'était, en fait, mon objectif, c'était ça. J'ai fait autre chose, mais je suis super content. Ça arrive tout le temps. Et les terminateurs, la moitié des gens, c'est, en fait, du coup, non, mais j'ai fait ça et du coup, j'étais trop content, etc. Réussite. Et du coup, t'as envie de t'y mettre la semaine d'après et tu repars. Et en fait, je trouve que ça vaut toutes les visions long terme du monde. Le fait d'avoir juste le dimanche une sensation de fierté sur ce que t'as fait de la semaine. Et de le reconnaître après. Ça, je le répète beaucoup en ce moment. Mais de fêter ces petites victoires. De prendre le temps. Parce que, effectivement, il y a toujours plein de trucs qu'on peut faire mieux ou qu'on a envie. Mais c'est important quand même de prendre un peu de recul. Je radote beaucoup sur ça, mais pour moi, c'est vraiment très, très important. Non, je suis d'accord. Moi, je demande si, des fois, pas toujours, mais s'il y a une récompense pour quand tu auras atteint ton objectif. Exactement. Pour quand tu l'auras atteint. C'est ça. Oui, c'est ça. Tu chaves le champagne après, pas avant. Du coup, on me dit des fois, la fierté d'avoir réussi. Alors oui, mais il y a pas encore une... Et moi, j'ai beaucoup fonctionné aux récompenses pendant une période. Et en fait, vraiment... alors, bon, j'ai un cerveau qui aime bien la récompense et tout ça. Mais vraiment, il y a quelque chose de hyper satisfaisant. Tu vois, typiquement pour le côté sportif et aussi un peu écriture, mais surtout sportif, je me disais, mais en fait, je m'achèterais ça quand j'aurais réussi tel objectif. Qu'est-ce que t'es content de le faire, en fait. Et on a oublié parce que ça fait un peu enfantin, un peu de dire, c'est un peu, tu reçois un cadeau quand t'as été sage. Et en même temps, je me suis rendu compte que moi, ça me faisait vraiment du bien. Et en fait, c'est un petit cercle vertueux parce que c'est un truc qui va t'encourager sur ta voie. Alors, je faisais ce rapport et tout, et du coup, t'es encore plus content après. Et on en a un peu perdu, je trouve, ce côté un peu enthousiasme. Maintenant, faut plus acheter des trucs, tu vois. Oui, je sais pas. Mais je trouve qu'il y a quand même des choses qui font du bien. Et typiquement, je m'étais, typiquement, mes récompenses de l'écriture, il y avait une nouvelle tasse, un chauffe-tasse, des trucs comme ça. Qu'est-ce que t'es content de faire une session d'écriture avec tes 2 récompenses sous le nez, en fait. C'est vrai, ça change tout. Ça change tout. Et ça permet quand c'est difficile, de regarder ce qui s'est bien passé aussi. C'est toujours aussi un peu un combat parce que c'est difficile quand même, tu vois. Écrire un livre, à part quand t'es vraiment extrêmement rapide, t'en as a priori pour quelques mois. Quelques mois, c'est pas linéaire, donc il y aura toujours des moments où ça sera compliqué, quoi. Ouais, et puis selon ta vie, ça va nécessiter vraiment des choix. Des impératifs ou du hasard qui fait aussi que parfois c'est. Ouais, on a bien digressé sur celle-là. Pourtant, elle était extrêmement basique. Est-ce que plus elle est courte, plus il y a digression? C'est pas facile à choisir. J'aime bien. Vas-y. Savoir que je sais pas qui c'est En phase de Népal. La vérité se trouve dans le son d'une voix quand elle ment. Ah putain, tu sais que j'ai des citations de cette chanson. J'ai l'introduction en phrase japonaise. C'est marqué là-bas. Et j'ai une autre phrase aussi à un moment de le premier couplet de Népal là, exceptionnel. C'est ma chanson de bio Instagram. Ok. La vérité se trouve dans le son d'une voix quand elle ment. Je vais te dire la suite. Dans les yeux ou dans les mouvements, c'est juste en face. Ouais, c'est juste en face. Qu'est-ce que t'en penses? Ce son-là est une masterclass. Le couplet de Népal est vraiment exceptionnel. Népal est quelqu'un de très 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 précis qui véhicule vraiment des choses hyper pertinentes. Je pense que tu peux prendre tous ces sons, il y a toujours quelque chose à en tirer. Et la vérité se trouve dans le son d'une voix quand elle ment. Dans les yeux ou dans les mouvements, c'est juste en face.
je trouve que, tu vois, alors je vais volontairement aller faire le prof de français, tu vois. Il y a le côté un peu, entre guillemets, classique de la citation, tu vois, qui est instinctivement, quand tu parles à quelqu'un et qu'il te ment, tu vois, ça se voit, enfin, je veux dire, tu le sens dans le ton de la voix, dans le regard, il y a quelque chose comme ça, tu vois, parfois ton instinct, il te crie, il te fait, il est en train de me baratiner, tu vois. C'est clair. Et moi, j'aime bien le voir un peu aussi de manière très personnelle, tu vois, dans toi, ton rapport à toi, tu vois. À quel moment tu te mens à toi? Parce que finalement, c'est un peu la même chose, hein, c'est instinctivement, tu le sens quand tu te mens à toi. Quand tu te justifies, quand tu dis non, mais c'est normal que, tu vois, je te parlais des déménagements et tout, et des raisons logistiques à pas changer d'endroit, je peux en trouver plein, tu vois. Ah bah ouais. Et quelque part, quand t'es attentif aussi à tout ce que tu peux dégager, ou en tout cas tous les signaux que peut renvoyer ton corps, tu vois. C'est comme alors ça devient, après on y croit pas, mais tu vois, parfois tu te bloques le dos ou t'as mal ou machin, toujours quand, et je trouve que ça signifie quelque chose. C'est jamais trop anodin, tu vois, les petites blessures ou les petits trucs récurrents, surtout si c'est souvent au même endroit. La gorge, c'est la communication. J'ai des angines à répétition pendant un moment de temps. Donc je vois très bien. C'est fou. Alors moi, en kinésiologie, c'est théorisé, et je pense que dans d'autres disciplines aussi. Mais c'est vrai que du coup, je suis d'accord, en fait, j'aime bien justement le fait qu'il lui dit, ça se trouve dans le son de ta voix quand tu mens, mais du coup, bah, si tu te mens à toi-même, tu t'en rends moins compte, tu vas t'en rendre compte indirectement, doucement, tu vas prendre ton temps t'en rendre compte aussi. Et c'est vrai que, enfin, du coup, tu peux facilement te raconter des bêtises en surface, et bah un jour soit tu te prends dans un mur ou tu t'en racontes d'une manière ou d'une autre, justement quand t'es seul que ça marche pas. Et du coup je voulais dire par rapport à ça que ce printemps j'ai assumé une nouvelle partie de moi qui était un peu le côté poésique que je n'avais jamais publié nulle part, en me disant allez c'est bon, maintenant j'ai publié mes textes, hop c'est parti, et ça a été trop bien reçu, donc j'étais très contente. Et à un moment, justement, parmi mes différents remous de la vie du printemps, à un moment, j'ai pris un stylo à Paris dans un bar et j'ai écrit « Je suis celle qui reste quand cesse le bruit ». Et je me suis pas rendu compte. Et à un moment, je l'ai publié et il y a des personnes qui m'ont dit « Mais en fait, c'est dingue ton truc ». C'est très très beau. Et en fait, vraiment, c'était ça. Moi, je m'étais raconté des conneries pendant plusieurs mois sur certaines choses. Et d'un coup, cesse le bruit, en fait. Tu te retrouves seul dans un contexte, et même moi j'ai dû me retrouver seule plusieurs fois, tu vois, fallait que j'aille chercher un peu cette couche là, je pense. Et d'un coup tu te dis mais en fait ok, maintenant je comprends, je me suis enlevé tout le brouhaha, le bruit a cessé, et en fait la vérité elle est là, elle est juste en face. Elle était juste là, en fait. C'était évident, hein, une fois que t'as réussi à te défaire le truc. Et je trouve que justement le problème qu'on a quand typiquement on essaye d'écrire dans un quotidien chargé, etc., c'est qu'on a beaucoup de mal à avoir ce recul-là, on a beaucoup de mal à se remettre sur la bonne voie si on est en partie dans une mauvaise direction ou ce genre de choses. Et moi, mes coachings, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup remettre sur la bonne voie, parce qu'en fait on s'est égaré, parce que on a du mal à avoir cette réflexion, ce recul, on a déjà du mal à écrire, donc en fait, enfin, c'est pas facile de mettre le truc de côté, de vraiment se poser, se dire attends, c'est ça que je voulais écrire comme histoire, vraiment. Et tout ça, je trouve que ça fait tout un brouhaha, quoi. Et en fait, on peut l'enlever. Et le rôle du coach, c'est, enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. T'es pas garant du résultat, mais du processus. T'as un rôle on peut appeler ça comme on veut, tu vois, de phare, de guide, de brigole sur l'autoroute, tu vois, ou ce genre de choses. Et ça, tu vois, typiquement, ça apprend aussi à s'écouter, tu vois, quand tu te retrouves dans ces choses, dans des situations comme ça, t'en tires toujours un petit peu enfin, en tout cas, tu commences à te comprendre et tu vois des signaux un peu faibles, entre guillemets, tu vois, comme des petites alarmes qui se déclenchent, et c'est effectivement, à chaque fois, c'est hallucinant, comme c'est vraiment juste en face. C'est pas caché, il y a pas de, et effectivement, tu vois, tu parlais de ça tout à l'heure, il y a un effet très recadrage aussi, prise de vue différente dans le coaching, qui fait que parfois tu dis juste ok, cette situation que tu analyses comme ça, qu'est-ce qu'elle pourrait vouloir dire d'autre, hop, t'es devant, tu te mets juste de côté, tu fais pas de côté. Et tu fais ah putain, c'est vrai. Et ça parfois c'est juste suffisant.
Et c'est juste en face. C'est à chaque fois. Moi, je suis halluciné, hein, mais tu vois, je le dis parce que ça m'arrive. Ça m'est arrivé hier. J'étais en séance justement avec un coach, et t'arrives à une conclusion et tu fais mais comment c'est possible que j'ai besoin de quelqu'un pour me le faire dire, tu vois. Et en même temps, peut-être, tu vois, c'est ça qui est dingue, c'est que si je m'étais dit oui, je vais le trouver tout seul, j'aurais peut-être mis, je sais pas, 10 mois, 1 an, 2 ans, jamais, peut-être aussi. C'est ça. Et ouais, ça permet de voir la vérité en face. C'est un peu la magie du coaching, c'est que en fait, pour moi, tout le monde a les réponses et elles sont parfois pas si profondément cachées derrière toute la tonne de brouhaha. Là, je parlais vraiment de changement de vie profond, en fait, pour moi. Mais sinon, en général, c'est là. D'ailleurs, pour la réécriture, moi, c'était un peu ça. C'était d'habitude, je me laissais le temps, justement, parce que je savais que j'allais trouver. Et je finissais toujours par trouver. Mais le coach, ça donne un accélérateur, en fait. Et moi, j'ai juste l'impression d'être ça, juste l'impression d'accélérer les choses. Et en fait, c'est beau parce que au début de mon activité de coach, les gens connaissaient pas du tout ce métier. Et c'était en mode, mais est-ce que t'écris le livre à ma place? Est-ce que tu te donnes des idées? Et moi, j'étais là en mode, alors, pas du tout, en fait, c'est ton livre. Et moi, jamais, déjà même en faisant de la bêta lecture et en faisant des commentaires, j'ai parfois l'impression que je fais trop et du coup, je rajoute des justifications en mode, oui, et je mets du conditionnel, tu le sais. Vraiment en disant, c'est pas moi, c'est toi. Et du coup, c'est vrai que, bon, aujourd'hui, plus du tout, enfin, les gens ont quand même, je pense, pour la plupart, compris qu'on n'allait pas faire ça, qu'on était là pour les aider. Mais en fait, c'est beau parce que tu te dis, mais c'est juste toi et moi, juste, j'accélère. Et parfois, j'accélère 6 mois, 1 an sur 1 heure. Et c'est tellement beau de vivre ça, tu vois. C'est incroyable. Et vraiment, enfin, rien que d'en parler, là. Moi, j'ai une coachée qui m'a fait un compliment. Elle m'a dit, tu es un empêcheur de tourner en rond. Oh, c'est beau. Et j'étais là, ah ouais, ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette formulation. C'est clair. Et c'est fou, hein, parfois, des questions toutes bêtes font un effet... Et oui, en plus, on n'a pas des méthodes hyper compliquées, hein. Souvent, tu vas demander pourquoi tu fais les choses. Enfin, je veux dire, la trousse à outils pas énorme, et avec peu, t'arrives à vraiment faire émerger. Beaucoup d'impact, ouais. C'est assez fou. Je me demande comment je suis passé à côté de ce métier aussi longtemps. Quelque part, tout ce que j'ai vécu m'a amené là, tu vois. Donc, mais tu dis, putain, certaines entreprises en auraient bien besoin. Voilà. Je ne citerai pas de nom, bien évidemment. Est-ce que t'en as une autre? Ouais, j'en ai plein. Ça, c'est intéressant, parce que je sais pas si c'est bien ou pas. Tu vas me dire. C'est Nahir qui dit j'ai vu toutes les voies possibles qui paraissaient plausibles. Hein, ok, voilà, plein d'options. Têtu, j'ai mis tapis parmi les voies, j'en ai pris qu'une. J'adore. Alors moi, je fais tout le temps des comparaisons avec la finance, donc c'est parti. Et ouais, en fait... J'adore parce que justement, moi, ça me parle beaucoup. Parce que t'as toujours cette dissonance-là, et tu l'as pour ta vie, tu l'as pour l'écriture. Et bon, en finance, il y a quelque chose qui est vraiment... c'est théorisé, c'est pas le money management, c'est justement de pas faire ça, de mettre toutes tes œufs dans le panier, de diversifier, etc. Et en même temps, tu ne deviens pas riche en faisant ça. Les gens qui sont riches ont fait autrement. Ils ont mis tapis, comme, je sais plus comment il s'appelle, le milliardaire, là. Enfin, tous. Ouais, quasiment tous. Celui qui est vieux, là, je sais plus. Warren Buffett. Oui, voilà. Lui, pareil, il a mis tapis sur tout improbable, c'est comme ça qu'il est devenu riche. Bah ouais. Mais du coup, en fait, puis tu peux difficilement faire un juste milieu. C'est soit t'es prudent, soit tu l'es pas, quoi. Et ça marche pour tous les projets auxquels tu consacres du temps et de l'énergie. C'est la même chose. Tu mets pas de l'argent, enfin, si, même ça peut même être de l'argent. Tu vas miser, tu vas investir dans ce projet-là. Et du coup, comment tu fais maintenant? Et je trouve qu'effectivement, moi, ça me parle beaucoup de se dire, t'auras toujours un peu le regret d'avoir peut-être pu avoir d'autres options et de pas les avoir choisies, quoi. Et je dis ça en ayant choisi de devenir coach pour auteur et d'ailleurs écrivain très très tard, et après avoir hésité avec prof de yoga que je suis d'ailleurs, et en me disant vraiment, est-ce que, et je savais très bien que c'était l'un ou l'autre, j'allais pas m'amuser à faire les deux dans les proportions qu'a pris l'écriture, quoi. Et du coup tu te dis ma vie, et je me dis parfois que ma vie aurait été très différente si j'avais pris cette voie de prof de yoga, sans doute plus calme et sereine. Différente. Et en même temps, c'est aussi la beauté du truc, on peut pas tout faire, on choisit, quoi. Et ça te dit qui tu es beaucoup plus que, tu sais, c'est Harry Potter, là, tes actes disent plus que tes réflexions, ou je sais plus ce que c'est la citation. Ouais, c'est vrai. Et en même temps, c'est sûr que ouais, t'as peut-être des parties de toi où tu te dis, j'aurais pu consacrer plus de temps à ça. Et ça, c'est pas forcément facile. Et moi, typiquement, j'ai aussi ce regret-là pour l'écriture,
parce que j'en avais parlé dans le podcast avec toi, là où je disais, moi, je me suis consacrée à l'écriture, mais du coup, j'ai écrit 5 romans, alors que j'aurais pu... Enfin, 5. Ouais, fin 2023, j'en avais écrit genre 4, et j'aurais pu me concentrer sur le Crier dans le chaos, le terminer, en être fière et le publier. J'ai pas fait ça. J'ai fait le 2e, j'ai fait le 3e. C'est un peu ce qu'on te dit souvent. Quand tu discutes avec les éditeurs, ils disent souvent, alors, il en est où le 2e, et ils aiment bien quand t'as plusieurs romans. Donc, en fait, c'est logique. Ouais, mais du coup, moi, un de mes buts vraiment profonds, c'était que mon grand-père lise le livre, et il l'a jamais lu, du coup. Et c'est vrai que je trouve que, ouais, c'est un vrai sujet, ça. T'as les pieds de chaque côté, un peu. J'ai la prudence et j'ai all-in. Et en même temps, aller all-in, c'est pas facile. Non, il y a un truc hyper grisant dans le all-in. Je suis assez partagé aussi. Je suis assez de nature plutôt prudente. J'ai du mal je crois assez bien à la théorie de la chaise, là. Tu sais, qui dit qu'en fait, quand t'as un pied qui saute, c'est bien parce que t'en restes 3, donc tu tombes pas, tu vois. Ouais. Mais en même temps, tu sens bien que si t'allais que dans une voie et que t'y mettais 100% de ton énergie, ça serait totalement différent, quoi. C'est un peu ce que tu fais. En vrai, ouais. Mais tu vois, je pourrais le faire encore plus. C'est-à-dire que tu pourrais dire tous les trucs... tu vois, si t'es vraiment absolutiste, tu dis par exemple... en vrai, le sport est quelque chose qui n'accompagne pas ma vision. Tu vois, hop, tu pourrais le squeezer. Et tu pourrais faire plein de trucs comme ça, de dire, tous les trucs artistiques que je m'amuse à faire, est-ce qu'ils servent ma vision? Peut-être pas. Et donc, tu pourrais comme ça recentrer vraiment et choisir qu'une seule voie. Alors, j'ai tout qui... Et en même temps... j'ai tout qui se met au rouge. Ouais, c'est ça. Quand j'entends ça. Exactement. Et en fait, je pense qu'il y a quand même un équilibre de santé mentale qui se trouve au-delà de ça. Et que faut pas oublier qu'il y a des choses qu'on aime faire qui indirectement vont servir notre vision. Le sport la sert indirectement parce que ça m'équilibre, ça me permet de souffler, ça me permet de me dépenser, ça me permet de pas devenir fou, tu vois. Et tu vois, Voltaire est un autre exemple. Il m'oblige à sortir. Tu pourrais te dire de manière très pragmatique, il me fait perdre du temps. Mais en fait, non, c'est le temps que je passe dehors, comme ça, où tu papillonnes, en fait, ça résout plein de trucs. Et c'est marrant, parce que c'était un temps avant que j'avais quand j'allais au boulot. Tu vois, le temps dans les transports était un moment de déconnexion un petit peu. Mais Voltaire a remplacé ça. Et en même temps, j'aime bien dire que t'écriras pas ton livre si t'es épuisé, malade, fatigué ou voire mort. Exactement. Et en fait, la théorie de Violine absolutiste, elle est pas fondamentalement bonne. Par contre, c'est intéressant dans ce que t'as dit en disant tu vois, il y a le yoga, il y a l'écriture. Il y a un moment en fait, il y en a en tout cas un que tu dois toujours mettre en priorité. Il faut faire des choix, quoi. Moi, mais c'est faire le choix qui est aussi, comme tu disais, c'est ça qui rend il y a rien de plus beau quand tu dis ok, je m'investis dans ce truc là, quoi. Et pour une petite note d'espoir, un jour j'ai proposé des retraites écriture et yoga en me disant mais qui aime les deux? La réponse, plein de gens, avec des sold out, j'en fais depuis. Mais c'est vrai que sur le coup tu te dis non, j'ai fait ce choix quand même. Clairement, c'est l'écriture. Mais c'est vrai que j'aime bien la question. C'est vaste. Je pense que je me la poserai toute ma vie parce qu'en fait et puis à force les trucs deviennent quand t'es engagé dans quelque chose, tu vois, c'est un peu ça aussi quand t'es engagé dans 2 voies. En fermer une, c'est compliqué, tu vois, de dire putain, mais en fait peut-être que celle-là il faut que je l'abandonne et que l'autre mais ouais. Bon, après en j'ai vrai, pas de réponse vraie réponse. Ouais, voilà, j'allais dire en vrai, moi je pense à ça même, est-ce que je choisis ce roman ou celui-là? C'est une question que je me pose beaucoup avec les personnes que j'accompagne. En fait, tu fermes jamais la porte pour toujours non plus. Non, exactement. Mais c'est vrai que, quand même, un roman, c'est long à écrire et que tu t'embarques. Et du coup, comment tu vas faire? Comment tu vas t'organiser? Tu pars sur celui-là, quoi. Ouais, c'est vrai. Et tu choisis de mettre ton énergie dessus. J'aime bien la technique du pile ou face. Tu choisis pile, c'est le livre 1, pile face, c'est le livre 2. Ensuite, je suis deg, je voulais l'autre. Exactement. Et en fait, en vrai, instinctivement, quand tu lances la pièce, tu dis putain, j'espère que c'est ça. Ouais. Et si ça t'importe pas, franchement, demande à un pote, tu vois. Tu fais choisis pour moi. Et c'est pareil en vrai. Et si il dit 2 et que tu fais mais c'était 1 que je voulais, voilà, t'es fixé, quoi. C'est des trucs un peu bêtes ça, mais ça résout bien. C'est un recadrage différent, tu vois. C'est intéressant parce que justement là, j'ai 3 possibilités de romans. Ouais. J'en écris aucune. Je suis un peu en repos. Mais... Oui. Et du coup, vraiment, je fais quoi? Je fais un truc feel good, léger, mais qui me passionne pas. Un truc glauque, comme j'adore, qui va me faire passer par toutes les émotions, qui est une climate fiction. Mais bon,
dur, un peu émotionnellement, et puis un truc plus SF optimiste. Et vraiment, je me dis, mais j'arrive pas à choisir pour l'instant. Alors, bon, je suis pas en train de créer un blocage artificiel parce que j'arrive pas à choisir, je me laisse ce temps et j'ai envie de le prendre. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, j'ai aucune idée de quel est le prochain livre que j'écris. Faut que tu trouves une pièce à 3 faces, du coup. Ouais, une pièce à 3 faces, s'il vous plaît. Un dé. Ouais, exactement. Ça fait 50 minutes. Okay. Est-ce que tu veux une autre citation? Est-ce que t'en as une pour la fin? En vrai, j'en ai une autre. Une autre qui est en plus un bon rappel aussi, je pense. Giorgio. Et je me demande si on n'accède pas à la perfection en acceptant qu'on l'est pas. Oh, j'adore. Voilà. Oh là là. Ah, je la connaissais pas celle-là. C'est dans Être. Et c'est pareil, je renvoie à César ce qu'il y a à César, c'est une de mes coachées qui m'a envoyé la musique. Franchement, c'est génial parce que quand tu te lances dans un truc artistique, le perfectionnisme c'est un des ennemis numéro 1, même chez les gens qui le sont pas. Moi, je suis pas du tout perfectionniste dans la vie. Sinon, j'en serais pas du tout là, d'ailleurs, à avoir lancé un podcast, une série, en n'étant pas compétente, des tas de trucs, de l'écriture, du coaching. Et vraiment, ça te frappe sous plein de manières différentes, de manière, parfois plus ou moins déguisée. Ça frappe tous les gens que t'accompagnes de plein de façons différentes. À chaque fois, tu as du punaise, et en même temps, ça frappe tous les auteurs qui commencent à écrire la première phrase et qui se disent c'est nul et c'est parti pour faire des itérations et tout. Et je trouve que du coup, c'est vraiment un des pires, je dis tout le temps, il y a les 3 P, il y a le perfectionniste, il y a Peter Pan et tout ça, mais vraiment le perfectionnisme, pour moi, c'est le pire. Ouais. Je trouve ça cool de se dire qu'effectivement, première étape, déjà se dire que du coup, ça sera jamais parfait. En fait, ouais, c'est comme ça que tu le deviendras. Parce qu'en fait, tu le deviendras. Tu vas te rapprocher, tu vas augmenter. Quel que soit le domaine dans lequel on parle, en fait. On écrit de mieux en mieux, toujours. On fait des meilleurs choix de mieux en mieux, toujours. Ouais. Pour moi. Le livre d'après sera probablement toujours meilleur. Différemment. Mais il y aura toujours quelque chose qui aura changé, qui sera amélioré, quelque chose qui sera affiné. Que t'assumeras beaucoup plus, que tu feras les choses beaucoup plus en conscience aussi. Parce que parfois, c'est pas tellement une histoire de tu deviens meilleur en écriture, c'est juste que tu comprends la manière dont tu fonctionnes. Tu as rien que ça, déjà, c'est une amélioration dans ton système de fonctionnement. Ouais, d'ailleurs, c'est un peu ça que j'avais en tête, parce que c'est vrai que je suis pas en train de dire que chaque livre est meilleur que celui d'avant. Oui. D'ailleurs, n'allez pas dire aux gens qui publient des livres que vous préfériez tel ou tel, ça leur fait toujours pas du bien. C'est jamais sympa. Dites que vous avez aimé le livre. Dites juste, voilà, je l'ai aimé. Mais tu vois, typiquement, tu comprends les choix que tu fais, ouais. Tu deviens meilleur sur ça. Et typiquement, mon dernier roman, j'ai fait le choix que je m'en fichais de l'intrigue et que je voulais juste m'amuser avec le style et l'univers. Et c'est juste ce que j'ai fait. Bon, du coup, sans surprise, les retours d'éditeurs sont... L'histoire est pas ouf. Il manque un truc. Et tu te dis, ouais, je le sais. Mais en même temps, j'aurais pas écrit sinon. Et du coup, tu comprends mieux comment t'as fonctionné. Et pour moi, c'est ça, être meilleur. C'est juste mieux être meilleur sur le chemin de la connaissance, du fonctionnement, etc. Et après, en plus, en vrai, moi, je trouve que le style est de mieux en mieux chez tous les auteurs que j'ai vus et que j'ai accompagnés. C'est beau, on mature, là. Pour le coup, on grandit. C'est logique. C'est tout à fait vrai. Et en plus, plus t'écris, plus t'apprends à savourer le style des autres, etc. C'est vraiment quelque chose qui est un peu global, quoi. Ouais, parce qu'après, même quand tu lis aussi, à force d'écrire, t'as quand même ce truc de quand tu lis, tu notes, tu as les choses que t'aimes bien. Ça, c'est d'ailleurs un exercice intéressant, tu vois, de dire quand tu kiffes, quand vraiment tu fais putain, c'est incroyable. Prends genre 2 secondes pour te poser en disant qu'est-ce que j'ai trouvé incroyable. Et ça t'indique aussi, finalement, la manière dont t'aurais envie d'écrire toi-même, tu vois. Ouais. Et il y a plein d'inspirations à aller chercher chez les gens. Et c'est super bien de se demander pourquoi ce style-là, il me parle. Ouais. Et il y a le livre Elvira de Tiffs que je cite absolument tout le temps pour le style, au point que j'en avoir ras-le-bol. Et vraiment, je me disais, mais pourquoi ce style me parle autant? Et en fait, il me parlait parce que c'est un univers basé sur la glace, en gros, c'est genre dans une région polaire. Et toutes ces métaphores, tous les champs lexicaux, c'était de la glace. Et en plus, elle était très visuelle, etc. Et moi, j'ai pas ce côté visuel. Et donc, vraiment, j'étais là en admiration. Et ça m'a beaucoup aidé. Parce que c'est ça que j'ai essayé de faire ensuite dans mes autres romans, etc. Et en fait, ça aide énormément de se dire... Alors, déjà, j'ai vu un truc qui est cool, ça serait cool de le noter quelque part. Mais aussi, pourquoi j'ai trouvé que c'était cool? Qu'est-ce qui marche là-dedans? Qu'est-ce qu'il n'y a pas chez moi et que je trouve qu'il y a là-dedans? Et c'est des vraies questions, ça. Et quand on fait vraiment de temps en temps sur un bouquin qu'on aime bien ou qu'on a aimé, qu'on relit, moi, c'était ça. Mais en fait, ça nous apporte des tas de pistes et des tas de choses pour s'améliorer soi. Ouais, tout à fait. Franchement, c'est une très belle conclusion. À ton service. Merci Ingrid.